L'amiral stellaire Terem, commandant de la seconde flotte de réserve du secteur Calixis, caressa du bout de l'index la tablette qui lui était tendue par la main osseuse et parcheminée d'un des astropathes du vaisseau. Dans un bref grésillement, celle-ci reconnut son identité et afficha son nouvel ordre de mission. Il émit toute une gamme de grognements descendant progressivement dans les graves au fil de sa lecture. 3 mauvaises nouvelles s'annonçaient sous ses yeux. La première était le sceau de l'Ordo Malleus, la branche de la très sainte Inquisition en charge de la surveillance et de la traque des influences du Warp. La seconde était l'injonction de se déployer au sein d'un système isolé, récemment découvert et colonisé par la vermine libre marchande. Il lut la dernière entre les lignes clignotantes. Sa flotte servirait d'appât. Près de 2 semaines standards s'étaient écoulées entre la réception de la missive et l'arrivée de la flotte impériale en vue de la désolation ocre baptisée Karos. L'amiral stellaire et ses conseillers avaient tenté d'en apprendre davantage sur ce monde, sur la maison d'Un Lagos qu'il exploitait, et ce qu'elle y exploitait, afin de se préparer au mieux et surtout au pire. L'absence inexpliquée de la délégation de l'Adeptus Mechanicus bloquait le processus d'assignation de contrôle du système, et les arbitres de l'Adeptus Terra en charge de cette affaire autrement banale purent sentir, sans la moindre sensibilité psychique, la tension grandissante entre des libres marchands faussement chaleureux et une flotte impériale suspicieuse. Ce statu quo ne donnait pas l'autorité nécessaire à l'amiral Terem pour exiger quoi que ce soit des libres marchands. Leur représentant, l'héritier de la maison d'Un Lagos qui se faisait appeler le 138e du nom, leur offrit un droit d'accès aux docks orbitaux, ainsi qu'une libre circulation au sein de l'espace de vol de Karos, mais déclina chacune des demandes d'audience. Impuissant, l'amiral impérial ordonna le déploiement d'un réseau de surveillance afin de percer à jour les activités mafieuses des libres marchands. D'antiques siphons à données furent réactivés à bord du vaisseau amiral, l'Incorruptible Will, et des officiers de pont au service de la maison d'Un Lagos furent soudoyés. Le recoupement des informations et la sagacité du commandant de la 2e flotte de réserve levèrent ses doutes quant à leur présence. Il lui fallait maintenant attendre l'arrivée de leur commanditaire. La partie qui va suivre est librement inspirée du scénario maison Reflet envoûtant, joué sur la chaîne YouTube 40 000 Wargamers TV. La flotte du chaos utilise la liste de flotte du plaisir de Slaanesh et se compose d'un escadron de 2 croiseurs de classe Slaughter, d'un croiseur lourd de classe Hades, dont la mauvaise figurine a été utilisée par erreur pendant le tournage, ainsi que d'un cuirassé démon de classe Despoiler, équipé de torpilles de proue et possédant le don du chaos Chant des sirènes, qui génère une aura à 15 cm autour de lui, dans laquelle aucun vaisseau ennemi ne peut faire de test de commandement. Il commencera la partie dans le Warp. La flotte sera dirigée par un maître de guerre de Slaanesh, qui dispose d'une marque de Slaanesh, ainsi que d'une relance de commandement supplémentaire. Il sera placé à bord du Hades. La flotte impériale utilise la liste de flotte du secteur gothique et se compose d'un escadron de 4 destroyers de classe Cobra, d'un croiseur de classe Dauntless équipé de torpilles de proue, d'un croiseur de classe gothique, d'un croiseur de bataille de classe Overlord équipé d'une matrice de visée, et enfin d'un cuirassé de classe Imperor. Celui-ci sera dirigé par l'amiral stellaire Terem qui dispose de 2 relances de commandement supplémentaires. En outre, un croiseur d'attaque chevalier gris, avec à son bord un seigneur inquisiteur de l'Ordo Malleus, une garde d'honneur et des Terminators chevaliers gris les rejoindront au cours de la bataille. La flotte des libres marchands utilise la liste de flotte d'exploration des Rogue Traders. Elle est composée d'un croiseur Rogue Trader équipé d'une matrice de visée Xenotech et commandé par le 138e du nom, un vétéran Rogue Trader disposant d'une relance de commandement. À ses côtés se trouve un escadron de 2 porte-nefs d'escorte, un transporteur lourd et 6 transporteurs. La flotte est également appuyée par les défenses planétaires suivantes. 2 escadrons, composés chacun de 5 vaisseaux intrasystèmes et d'un monitor, le tout soutenu par des docks orbitaux, auxquels sont amarrés le transporteur de fuel Sigil, en cours de réparation, et le Castellan, croiseur léger de classe Endeavour mis en quarantaine depuis le retour de sa dernière mission. Ces 2 vaisseaux peuvent être pris pour cible, mais ne sont pas en capacité de combattre, ni de naviguer. Durant la bataille, l'objectif du chaos est de prendre le contrôle de la planète. Celui de la flotte impériale est de les en empêcher. La flotte des Rogue Traders sera sous le contrôle du joueur impérial jusqu'à l'arrivée du vaisseau démon.
Chaque vaisseau ou escadron Rogue Trader devra alors réussir un test de commandement pour pouvoir continuer de se battre aux côtés de la flotte impériale. Ceux qui échoueront passeront alors sous le contrôle de la flotte du chaos. Les analystes de l'Incorruptible Wheel travaillaient à enregistrer chaque fait et geste de leur hôte sous l'œil assoupi de l'amiral. La projection hololithique des manœuvres de dizaines de petits vaisseaux représentait un balai hypnotique et reposant dans lequel Terem était plongé depuis des heures. Chaque point lumineux était une nef, allant et venant de la surface à de la station aux abords du système, et chaque entrée et sortie du warp au niveau du point de Mandeville était notifiée d'une petite alarme évoquant le tonnage des vaisseaux en translation. C'est une série de 3 alarmes plus longues qui le tira de sa rêverie. D'un geste, il fit venir à lui un serviteur monté sur chenille qui lui tendit un recaf. Il se leva du trône de commandement et s'étira, avant de faire couler le liquide amer et brûlant dans sa gorge. Il demanda aux opérateurs une réorientation des Auspex sur le trafic entrant du système. La signature correspondant au tonnage de 3 vaisseaux de guerre finit de le réveiller. Les visiteurs étaient trop éloignés pour obtenir un visuel, et aucun code d'identification ne lui fut fourni. Il existait une probabilité non négligeable que ces 3 croiseurs soient les représentants de leurs commanditaires, mais leur vitesse d'approche hostile le mit en garde. Terem ordonna le branle-bas de combat à la seconde flotte de réserve et exigea d'être mis en relation avec le 138e du nom. Devant l'absence de réponse, il prit la décision de supplanter la chaîne de commandement des libres marchands et transmit également l'ordre de se préparer à une attaque à tous leurs vaisseaux. Il lui fallut de trop longues minutes pour mettre au pas chaque capitaine civil, marchand ou des forces de défense planétaires qui mettaient en doute sa prise de commandement inattendue. Un laps de temps durant lequel sa propre flotte se prépara au combat, et il sentit dans les vibrations de l'Incorruptible Wheel la montée en puissance de son réacteur à plasma. Un laps de temps durant lequel l'ennemi approcha suffisamment pour être identifié, remontant à haute vélocité le couloir de circulation menant du point de Mandeville vers la planète. 3 engins de guerre d'un autre âge, identifiés comme des croiseurs renégats des Emperor's Children, approchaient du périmètre d'engagement. Un premier flash lumineux, provoqué par la saturation des boucliers du transporteur lourd Charon, mit fin aux protestations de son capitaine. Et un second, plus persistant, provoqué par son explosion, mit fin aux protestations de tous les autres. En l'espace de quelques secondes, les débris du vaisseau cargo se heurtèrent au Collector, un petit porte-nef d'escorte, et le firent dévier de sa trajectoire. D'une salve précise, les pièces d'artillerie navale du croiseur lourd ennemi, répondant au nom de The Art of Dying, transpercèrent le Cradle of Wells et atteignirent le Collector, réduisant les 2 vaisseaux à l'état de nuages de débris tourbillonnants. Les tirs croisés des macro-canons de proue des 2 croiseurs de classe Slaughter parvinrent à détruire le Watcher et le Unhaunted Spear, les 2 destroyers Cobra les plus proches, alors qu'ils manœuvraient pour prendre position et escorter l'Incorruptible Wheel. Le majestueux cuirassé de classe Imperor, fierté de la seconde flotte de réserve, détacha ses amarres des docks orbitaux et barra le thé aux 2 croiseurs or et violet. Ses baies de lancement s'ouvrirent, et 2 larges vagues de bombardiers Starhawk prirent leur envol en direction des intrus. Ils dépassèrent un transporteur qui tentait de s'abriter en passant derrière les Slaughter, mais le The Art of Dying mit fin à son espoir de survie. L'approche des escadrilles fut couverte par une pluie de projectiles solides venus de l'Incorruptible Wheel, qui parvinrent à endommager celui portant la désignation de Suicide Note Lullaby, soutenu par les tirs d'artillerie du Stormwind. Le croiseur de bataille de classe Overlord avait été prompt à réagir aux ordres de l'amiral Terem, et s'était en même temps engagé dans un duel contre le The Art of Dying. Malheureusement, l'une des escadrilles se fit abattre par un tir chanceux des Slaughter qui pilonnaient la zone en retour, et l'attaque combinée fut insuffisante pour mettre la cible hors d'état de nuire. Le Cobra Saint Macarius fut aussi touché par le pilonnage, et les torpilles qui l'embarquaient détonnèrent dans sa proue, en la faisant éclore comme une fleur, tendue à l'intention de l'amirauté impériale. Alors que le 138e du nom se dirigeait vers le stratégium de la barge Dun-Un Lagos en étudiant les rapports sur l'engagement qui venait de débuter et l'odieuse prise de contrôle du commandement par l'amiral impérial, un vertige le frappa. Il eut la désagréable sensation que les choses n'étaient pas à leur place, au point que la réalité elle-même semblait faussée. Il pénétra la passerelle de commandement du vaisseau en titubant. Celle-ci baignait dans la non-lumière d'un orage aux couleurs innommables. Les sanglots et les hurlements de ses officiers lui semblaient distants d'1 millier de kilomètres et pourtant assourdissants.
Un murmure d'une langue impossible résonna dans son crâne, lui promettant puissance, richesse et assouvissement de tous ses désirs les plus inavouables. Il leva la tête et, à travers ses larmes incontrôlables, plongea son regard dans un œil gigantesque. Il y vit un puits de noirceur aussi profond que l'espace, un tunnel menant à une lueur d'intelligence prédatrice, aussi vieille que le temps. Ces abysses le fixèrent en retour. Une vive douleur lui traversa la poitrine et il s'y accrocha pour ne pas sombrer dans la folie. Suspendu dans un état de lucidité précaire, il prit conscience que cet œil appartenait à une créature aux proportions cosmiques, dont le corps était une fusion grotesque d'éléments de vaisseaux corrompus et d'appendices tentaculaires, d'yeux, de crocs et toute une panoplie d'organes étranges qui semblaient frémir d'un appétit sur le point d'être rassasiés. C'est finalement la douleur grandissante dans sa poitrine qui l'emporta, et il baissa les yeux pour constater qu'un sabre y était planté. Son regard remonta la lame, la garde, la main qui le tenait, puis le bras, et s'arrêta sur le visage flou du capitaine du vaisseau, l'homme qui avait été au service de sa famille depuis toujours. L'ami en qui il avait placé une rare confiance lui sourit. Sa bouche apparaissait comme une géode d'améthyste ensanglantée. Il s'était arraché les dents une à une pour les remplacer par des cristaux récoltés sur Carros. Leur éclat semblait répondre à l'abomination qui se trouvait par-delà l'épaisse couche de verre acier. L'interrogation ultime se formula sur ses lèvres, mais il mourut en même temps que lui. L'alarme de translation de proximité retentit à travers toute la flotte. L'amiral Terem ordonna de la couper à bord de l'Incorruptible Will et maintint son attaque. Ainsi, c'est une nouvelle vague de bombardiers et une nouvelle salve de projectiles des macrocanons qui jaillirent du cuirassé. Elles furent rejointes par une grappe de torpilles lancées par l'Emperor's Light. Le croiseur léger de classe Dauntless avait fendi les cieux de Carros telle une lame portée par sa puissante propulsion pour frapper en plein cœur du combat. L'attaque combinée parvint cette fois à mettre en déroute les deux Slaughter, qui passèrent si proches de l'Incorruptible Will, que l'amiral put s'apercevoir que les motifs abjects dont ils étaient parés étaient en réalité composés de cadavres cloués à la proue. Les sabords bâbord du cuirassé s'ouvrirent dans une percussion sourde, et les canons crachèrent en continu jusqu'à ce que les deux croiseurs pénètrent la ceinture d'astéroïdes. Le Suicide Note Lullaby jaillit de l'autre côté de la barrière naturelle, sans encombre, mais le Crown Defornicator n'eut pas cette chance. Aidé par les débris rocheux, sa superstructure, dont l'intégrité ne tenait plus que par la chance, céda. Le vaisseau plia en deux, et le choc de la partie arrière sur la partie avant entraîna une réaction en chaîne qui se conclut par l'explosion de son réacteur à plasma. Affaibli par son combat, il libéra une énergie juste suffisante pour porter atteinte à son navire jumeau. Le Suicide Note Lullaby se transforma à son tour en une boule de feu, plus ténue encore que la première, et vint à peine déranger le Stormwind dans son duel contre le The Art of Dying. Un soulagement parcourut le stratégium du vaisseau, mais l'amiral Terem préféra se concentrer sur les données de la bataille, et constata avec horreur ce que les alarmes avaient signalé plus tôt. Un vaisseau démon, d'un tonnage comparable à celui de son propre navire, perçait le voile de la réalité, et s'en extirpait au cœur de l'arrière-ligne. L'arrivée d'un tel ennemi fut un choc, et les canaux de communication de la flotte furent saturés d'appels à l'aide, de cris et de menaces. Seul l'équipage du Gethsemane, le croiseur de classe gothique encore trop éloigné de la ligne de front, sembla garder son calme. Les combats vinrent à lui sous la forme de la trahison. Un grand nombre de vaisseaux de défense planétaire mutins tournèrent leurs canons contre lui, et criblèrent sa surface de tirs mal coordonnés, atteignant davantage son ego que son intégrité physique. C'est alors que le Dun Lagos lui-même coupa la route du Gethsemane, et fit feu lui aussi, illuminant sa surface de petites explosions. Lorsqu'elles se dissipèrent, les auspex du croiseur impérial indiquèrent qu'un vaisseau remontait le courant de la fuite des transporteurs. Il ressemblait à un missile, couvert d'épaisses plaques de blindage dont les canons épousaient la forme lisse. Il était recouvert d'héraldique d'un autre temps, clamant son allégeance à un ordre secret, et sa haute tour de contrôle le coiffait d'un I chatoyant. Le nom d'Adamastor était gravé en lettres d'or le long de sa coque, et il se dirigeait droit vers le Dun Lagos. Ses puissants canons de bombardement éventrèrent la partie supérieure de la barge, et la coupole, abritant sa passerelle, céda sous la force de l'impact, répandant son contenu dans le vide. Le croiseur des Chevaliers Gris termina son approche en manœuvrant délicatement pour s'amarrer à sa victime et procéder à un abordage d'une violence extrême. Il ne fallut que quelques minutes pour que des geysers horizontaux jaillissent un à un de sa coque, draguant hommes et matériel dans leur souffle.
L'un d'eux prit une trajectoire oblique et détruisit 2 des canons encore rougeoyants de l'Adamastor. Le Gethsemane profita de cet assaut pour s'extirper de ce bourbier et prendre à partie le The Art of Dying, avec l'aide d'une multitude de petits vaisseaux de défense qui n'avaient pas changé d'allégeance. Les puissantes pièces d'artillerie du Stormwind venaient d'y déclencher un incendie ravageur, et cet acharnement le mit enfin hors de combat, sans parvenir toutefois à le détruire, le laissant dériver silencieusement derrière le vaisseau démon qui terminait de stabiliser son existence dans le plan matériel. Ce dernier traversa d'un air impérieux le barrage de tir des défenses orbitales loyalistes. Des Helldrake se détachèrent de sa coque et prirent en chasse les quelques bombardiers qu'avaient pu préparer les équipes de la station. L'immonde nef s'élança alors en direction de la flotte impériale. Ses tentacules vinrent caresser l'un des vaisseaux de défense, et les âmes de son équipage furent arrachées, le laissant dériver au milieu de la bataille. Il aligna ensuite ses grotesques canons sur l'Emperor's Light, et désempara le Dauntless sur le coup. Des éclairs surnaturels parcoururent le croiseur léger et détruisirent ses tuyères dans une tempête d'étincelles. L'Incorruptible Will n'eut pas le temps de lui envoyer son appui aérien que les torpilles crachées par la bête atteignirent le croiseur léger, et dans une gerbe de particules multicolores, le transformèrent en épave à jamais silencieuse. De l'autre côté de Carros, le Dun Un Lagos parvint à se décrocher de l'Adamastor et à reprendre le combat à distance. De trop nombreux vaisseaux de défense renégats débutèrent une manœuvre d'encerclement, et les chevaliers gris effectuèrent une percée, s'élançant à travers le vide avant de disparaître des Auspex. Devant une telle bérésina, l'amiral Terem sonna la retraite. L'Incorruptible Will et le Stormwind accélérèrent afin de distancer leurs poursuivants démoniaques, et quittèrent la réalité dès que la gravité de Carros leur permit. Le risque de perdre un cuirassé de classe Imperor aux mains des Traitoris Astartes était trop grand, et alors que son vaisseau plongeait dans la mer des âmes, il adressa une prière pour que le Gethsemane parvienne à s'enfuir. Eléo se scrutait la projection hololithique en silence. Son armure reflétait la faible lumière verte ambiante, répétant sur les murs les motifs affichés. Après la fuite de la flotte impériale, le croiseur laissé en arrière s'était rendu à l'ennemi. De même, les défenses avaient baissé leurs armes, et les installations orbitales et terrestres s'étaient laissées capturer. Si leur réseau avait rapidement identifié la menace des cristaux warp extraits sur ce monde et propagés dans le sous-secteur, l'Ordo Malleus ne s'était pas attendu à ce que les suppôts du chaos remontent leurs traces plus rapidement encore. L'ennemi invoqué au cours de cette bataille dépassait de loin les capacités de leur expédition. Un clic le notifia de la fin d'un décompte sur l'affichage tactique de son casque. Cela signifiait le début des opérations pour l'équipe partie à bord du Shadowhawk. Héléos reprit sa place sur le trône de commandement et fit se réorienter l'Adamastor en direction des docks orbitaux. L'accélération croissante du vaisseau allait bientôt le faire sortir du couvert rocheux. Le pic d'énergie alertera les Emperor's Children, mais il disposera comme convenu d'une fenêtre pour récupérer les escouades Aegis et Machaera. Une fenêtre courte, mais suffisante. La bataille se conclut donc sur une victoire du chaos selon les termes du scénario. Je remercie Pierrot de les avoir incarnés pour cette partie et de s'être montré patient pour un tournage laborieux. Le 4e et dernier rapport de bataille de l'arc Reflet Envoûtant sera normalement tourné début février. Je sais que certains d'entre vous m'attendent sur la série de rapports de bataille sur The Old World, s'intégrant à la bataille pour Kislev de Warhammer. Enchaîner les mots de maladie m'a empêché d'enchaîner les mots de texte, et malheureusement elle a pris du retard. Je commence à me pencher sur le lore et la manière dont se voient et se comprennent les différentes factions que mes Waramis pourraient faire intervenir, et ce nouvel arc constituera les sorties suivantes sur la chaîne. Je suis en parallèle en train de grignoter le livre de règles, et je devrais prochainement faire une journée complète sur le jeu à l'assaut qui m'a prêté la salle pour le dernier tournoi Battlefleet Gothic. Je commencerai à travailler sur cet arc avant la fin de Reflet Envoûtant, mais je pense que sa parution ne débutera qu'une fois celui-ci clos. En tout cas, si vous avez apprécié cette communication astropathique, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine, si l'empereur le veut.